Bonjour à tous, à tous et à toutes en présentiel et à distance, visiblement. Donc Jean-Christophe Blaise, INRS Lorraine, donc plutôt ingénieur. Et puis je laisserai Liane se présenter. Tu peux te présenter tout de suite d'ailleurs. Donc Liane Violent, responsable d'études à l'INRS aussi en ergonomie. Alors, on va faire la présentation en collaboration, effectivement, d'une part des sciences sociales et d'autre part la licence de l'ingénieur. Mais comme on ne peut pas parler en même temps, on va faire chacun notre tour. Alors, voilà, les espoirs, j'ai vu promesse, effectivement. Alors, peut-être pas sans S, c'est possible, je ne sais pas. Moi, j'ai mis un S à espoir de l'industrie du futur. On va redire ce qui a été dit. Donc, finalement, je vais passer très très vite. J'avais effectivement plein de questions. Merci beaucoup encore pour la présentation précédente qui fait penser à plein de choses. Et je pense qu'on pourrait discuter toute la journée sur votre présentation qui était très intéressante. Je pense que industrie du futur me semble très intéressant comme terme. C'est le terme que les Français ont utilisé, alors pour une fois ou pas pour une fois, à très bon escient, parce que justement, il n'y a pas cette rupture de 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 8-0, qui dit mieux, ainsi de suite. Et moi, je pense que ça, c'est bien. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il n'y a pas de rupture technologique actuellement. Alors, il y en a eu quand même avec l'électricité, etc. Donc, je pense que ça, c'est une autre histoire. Et je voulais reparler très rapidement. Alors, j'avais vu votre présentation, j'aurais complètement changé la mienne et on aurait fait d'autres choses, mais c'est pas grave. Ce qui me semble important, et là, je leur disais pas forcément, c'est la notion effectivement d'homme et de robot. Le Kobo, malheureusement, on met plein de choses derrière Kobo. Aussi bien de l'exosquelette que donc du robot d'assistance physique avec sans contention. Voilà, moi, alors on va vraiment être sur de la robotique collaborative. Et bon, je pense que c'est quand même deux univers, mais qui forment un continuum de technologie. Je pense que ça, c'est important. Et à certains moments, on peut avoir recours à de l'assistance physique. À un certain moment, on peut avoir recours à de la robotique collaborative, mais peut-être à de la robotique classique et peut-être à de l'automatisation classique. Donc, en ce sens, c'était intéressant pour avoir de la flexibilité, effectivement, de la reconfiguration, etc. Donc, je ne vais pas passer les 20 minutes sur le premier, hein. N'aie pas peur, Nienne. Moi, je refais l'analogie. Genre, je reviens, étant plutôt ingénieur, je reviens alors d'un point de vue INRS aussi. Hein. Donc, qui dit replacer l'homme au cœur des systèmes, dit replacer l'homme au cœur des risques. Voilà. Alors, bon, c'était pas forcément très intéressant de l'enlever, de l'enlever des systèmes techniques, parce qu'on avait besoin de lui aussi pour faire des choses. J'aime à dire aussi qu'en robotique et en automatisation, il y avait quand même toujours des hommes, ne serait-ce que pour faire de la maintenance, des choses comme ça. Des réglages. On a toujours eu besoin d'hommes quand même. Alors c'est vrai que moi je suis né je suis né pas physiquement, mais au niveau scientifique dans les années 90 où effectivement on disait qu'une chose, on automatise tout et l'homme, il n'y a pas besoin. Donc nous, d'un point de vue INRS, santé sécurité au travail, alors remettre l'homme au centre. Là, il était sous le côté. Alors je ne sais pas ce que veut dire au centre exactement. Il était protégé par des barrières physiques. Voilà. Donc quand il voulait pénétrer, alors de manière simplifiée, on arrêtait tout et on le faisait rentrer pour faire des réglages, pour faire de la maintenance. Voilà. Alors ça, c'est de la robotique traditionnelle, va-t-on dire. Sur de la robotique collaborative, alors oui, on veut le remettre au centre, très bien. Ça implique des interactions. Je pense que c'est cette notion d'interaction, interaction physique, interaction psychique. On a parlé effectivement pas que du physique. Ça nécessite de ne pas arrêter, les doubles négations, de ne pas arrêter les mouvements, de ne pas arrêter de procéder. On veut interagir avec lui. Si on veut que les deux travaillent en même temps, il faut bien qu'ils travaillent en même temps et non pas qu'un s'arrête et l'autre travaille. Donc retirer les barrières physiques, oui d'accord, mais quels sont les moyens de prévention des risques qui sont tout de même encore générés par cette technique? Voilà, je ne l'ai pas remis ici non plus, vous ne le trouverez pas dans la présentation, mais sur le site de l'INRS, vous le trouverez. Il y a des choses qui s'appellent la réglementation, la directive machine. Tout système doit être conçu, en tout cas en termes de machine, en respect de cette réglementation. Il y a des normes de conception, alors qui sont très techniques, effectivement, qui ont tendance à oublier l'humain dans leur rédaction, mais c'est effectivement pas si simple que ça. Mais il faut tout de même les prendre en considération. Et c'est pour ça que la robotique collaborative offre des solutions aussi techniques pour améliorer et pour potentiellement prendre en compte la sécurité. Alors, le premier point, et je dirais que peu importe la technologie, mais ici, de toute façon aussi, c'est bien l'analyse du besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la tâche à réaliser? Quel est le travail à effectuer? Est-ce qu'il est que humain? Est-ce qu'il est que automatique? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Quel est le procédé? Qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on veut faire?
Et à partir du moment où on met un homme et un système technique, alors ici un robot dit collaboratif, quelles sont les interactions entre les deux? Effectivement, quelles sont les tâches? On a dit qu'on allait garder les tâches à plus forte valeur ajoutée à l'homme. Quelles sont-elles? Excellente question, et je pense qu'il y aura plein de thèses là-dessus. Et quelles sont les tâches répétitives qu'on va laisser à un système technique? Alors, nous, on a vu globalement, en robotique collaborative, on a mis trois modes, on va dire, de collaboration: du partage d'espace, pur et simple. On partage un espace. Il y a, on va dire, quasiment pas de collaboration, mais c'est comme ça. De la collaboration dite indirecte, où on va faire des tâches alternativement sur une même pièce. Et puis de la complète, j'allais dire, collaboration directe, où les deux vont complètement travailler, l'homme et le robot vont travailler en même temps. Alors aujourd'hui, voilà, on est venu plutôt vous exposer rapidement les résultats d'une étude qui se termine à l'INRS. Alors l'étude que j'ai appelée collaborative, bah oui, parce que elle était menée autour de plusieurs axes. Un axe où on a travaillé sur les objets de simulation, notamment avec l'ENSAM, la conception. Alicia Datt est là pour le savoir, Patrick Martin aussi, mais là on va vous parler plutôt d'ergonomie. C'est Liane qui va le faire beaucoup mieux que moi, et un petit peu d'intégration, parce qu'il y a quand même des recommandations techniques de prescription de santé sécurité à prendre en compte lorsqu'on intègre un robot. Et tout ça donc, a été fait à l'INRS autour d'une plateforme commune que nous avons nous-mêmes développée. Alors, je crois qu'on la verra tout à l'heure dans le film, donc je vais passer très rapidement. Moi, je vais juste parler, mais très rapidement, technique, parce que je sens bien qu'on a plus envie de parler d'humain et de relations entre les deux, mais c'est complètement lié. On a réalisé cette plateforme pour pouvoir faire des tests pour que nos collègues ergonomes puissent faire des tests. Donc, on avait des utilisateurs. Voilà. Donc, il a fallu satisfaire nos utilisateurs. C'était pas si simple que ça. Il a fallu optimiser la productivité de cette cellule. Et on a utilisé un système qui permet de faire de la sécurité, mais pas complètement, mais qui permet d'en faire ce qui s'appelle la limitation de puissance et de force, donc la PFN en anglais. Mais qui est aussi utilisé en association avec d'autres mesures de prévention, parce que c'est pas parce qu'on est uniquement à l'INRS, mais dans tous les cas, voilà, on fait une cellule, on s'arrange pour qu'elle soit sûre, qu'elle soit conforme à la réglementation. Donc, on se retrouve avec des vitesses qui sont plutôt de 210 mm par seconde à 450 mm par seconde. Donc voilà, on est loin des robots industriels qui font plusieurs mètres par seconde dans leur gestes, en fonction des cas d'utilisation. Et puis, on a une grosse problématique sur la mise en œuvre de cet élément de sécurité. C'est que le contact, il est autorisé, mais il ne doit pas être dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contact dangereux? Merci, vous avez, je ne sais pas combien d'heures, là, et pour combien de jours, parce qu'on n'a encore pas la réponse. En tout cas, la normalisation nous dit, donne des valeurs, nous dit qu'il y a certaines régions qui sont complètement interdites, notamment au-dessus de la tête. Donc, comment on valide tout ça? Juste en dessous, je pense que c'est vu quand même. Quelle surface je prends? Parce que plus j'ai une surface fine, si on s'approche du millimètre carré, on n'est plus sur un risque de choc, mais sur un risque de perforation. Donc ça, c'est interdit, forcément. Donc, qu'est-ce que je fais? Et plus je vais prendre une surface fine, plus ma vitesse va baisser. Et donc, j'aurai un robot qui va travailler comme ça. Mais, Liane, on parlera juste après. Donc voilà, vue de dessus, très schématique, on a simulé une tâche d'assemblage, donc avec un robot, avec un opérateur, avec deux opérateurs, mais ça, Liane va en parler beaucoup mieux que moi. Puis vous voyez, il y a des trucs qui s'appellent des barrières, des choses comme ça, des barrages immatériels, la sécurité, quoi. Donc, pour compléter ce que vient de présenter Jean-Christophe, on va zoomer sur l'axe ergonomie, qui comprenait, et qui comprend toujours d'ailleurs, 3 volets. Donc, un premier volet qui concerne le retour d'expérience des entreprises, c'est-à-dire qu'on est allé en entreprise pour travailler sur des questions de santé et sécurité. Un volet acceptation, sur lequel on passera très rapidement. Et un volet 3, donc on a voulu zoomer un petit peu davantage sur ce qui se passait au niveau cognitif. Et cette partie-là, justement, c'est réalisé à partir de l'îlot flexible, selon une étude expérimentale. On vous montrera très rapidement un film, si on a le temps, par rapport à cette étude, mais on ne rentrera pas dans les résultats parce qu'ils sont en cours de traitement. Donc, on va passer directement sur le volet 1, retour d'expérience. Et en fait, il s'est avéré qu'on a contacté pas mal d'entreprises pour voir ce qui se passait sur le terrain. Et alors, je n'ai plus les chiffres exacts, mais sur 8-9 entreprises contactées, visitées,
En fait, on s'est surtout retrouvé avec des situations de partage d'espace, comme vient de l'expliquer Jean-Christophe. C'est-à-dire que l'opérateur et le robot collaboratif travaillaient dans le même espace, mais il n'y avait aucune interaction. Donc, on a réussi à trouver une entreprise où il y avait une collaboration indirecte, c'est-à-dire que l'opérateur faisait des choses de façon successive et alternée avec le robot. C'était dans une entreprise agroalimentaire, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette entreprise avait une partie amont où les produits étaient élaborés, assemblés, transformés et conditionnés. Et il y avait 2 lignes de production où des robots collaboratifs ont été intégrés. Et donc, ils étaient intégrés en fin de chaîne de production, c'est-à-dire qu'ils récupéraient à la sortie d'une machine les produits qui étaient emballés et les robots, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, avaient des ventouses et attrapaient ces étuis pour les mettre 2 par 2 dans un carton, puis poussaient le carton vers une scotcheuse, puis en fait, avec des convoyeurs, les cartons sortaient et les opérateurs les récupéraient pour les évacuer dans une caisse à cet effet. Donc, cette partie de prise d'étui pour mise en carton, en fait, était au départ prise en charge par les opérateurs. D'accord ? Donc, on a 2 lignes de production. On a une ligne de production avec un seul robot collaboratif et une ligne de production avec 2 robots collaboratifs. Donc, on a fait une intervention, donc on a fait des pré-observations, on a essayé de comprendre comment l'ensemble de la chaîne fonctionnait. On a fait des observations instrumentées, on a mis des caméras. Je vais aller très très vite là-dessus. On a pu formaliser un petit peu les opérations qui étaient prises en charge par les opérateurs et par le robot. On a fait des codages de l'activité avec Captive. Et ensuite, on a pris les opérateurs en entretien, à peu près 1 heure. Et il y avait à peu près 8 opérateurs qui étaient concernés par les interactions homme-robot. Donc, sur la première ligne de production, on avait juste une opératrice avec un robot collaboratif. Et de temps en temps, on a un peu de chance sur les interventions. On a pu observer cette même opératrice qui travaillait sur le même produit, 3 heures avec robot collaboratif et 4 heures en manuel. Donc, ce n'était pas expérimental, mais presque. Sur la deuxième ligne de production, donc avec nos 2 robots collaboratifs, on a fait des observations pendant plusieurs jours. On a enlevé tout ce qui ne nous intéressait pas, les pauses, etc. Et du coup, on a à peu près 10 heures d'observation codées via Captive. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter évidemment le détail de ces résultats. Et donc, on va zoomer sur cette ligne 1. Donc là, vous avez un graphique. Donc, c'est la répartition en pourcentage du taux, enfin, de la fréquence oh là là, c'est le pourcentage des opérations effectuées sur l'ensemble des observations. Ce qu'on peut remarquer ici, en fait, ici, on a mis toutes les opérations physiques. Donc, évidemment, avec robot en vert, sans robot en bleu. Ici, le pourcentage et ici, les opérations réalisées. Donc, très vite, on voit que effectivement, mais c'était attendu, avec robot, on a beaucoup moins d'opérations, notamment sur la mise en carton des produits. Évidemment, c'était attendu puisque les robots collaboratifs sont là pour prendre en charge cette activité. Donc, on voit que ça réduit à peu près de 50%. On voit émerger des opérations physiques de régulation de robots. Comme on l'a dit, compte tenu des normes et des aspects sécurité, le robot, il allait assez lentement, en tout cas plus lentement que l'opérateur. Ce qui fait que de temps en temps, les opérateurs se mettaient à côté du robot pour effectivement compenser la production et faire les opérations que le robot faisait, c'est-à-dire mettre en carton les étuis. Donc l'opérateur vient compenser le robot. Ce qu'on voit aussi ici, c'est des nouvelles activités qui apparaissent, des activités qu'on a globalisées sous le terme supervision. On a tout ce qui va être relatif à la gestion d'incidents, donc les incidents du robot, parce qu'évidemment, le robot, de temps en temps, il ne fonctionne pas forcément comme c'est attendu. Donc, les opérateurs vont venir réguler par un certain nombre, ils vont venir gérer le robot pour que la ligne de production puisse continuer. On a des incidents production, mais en fait, on voit qu'avec son robot, on a à peu près les mêmes fréquences d'accidents. On voit apparaître des activités de surveillance du robot. Alors, les activités de surveillance du robot, ce sont tous les coups d'œil que l'opérateur va faire sur le robot, sur les robots en l'occurrence, pour voir si tout se passe comme prévu.
Et puis, il y a forcément de la surveillance de production, etc. Ce qu'on peut noter ici, c'est que, bon, surveillance robot, nouvelle activité, mais surtout, on voit que sur la surveillance du flux de production, c'est plus élevé avec robot que sans robot. L'hypothèse, c'est que le fait d'avoir intégré des robots collaboratifs permet aux opérateurs en fait de récupérer un petit peu du temps puisqu'ils ne sont pas le nez sur la chaîne de production à prendre les étuis et les mettre en carton, ce qui fait qu'ils peuvent davantage avoir une vision plus macroscopique et regarder ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de production. Ce qui est intéressant parce que du coup, ils peuvent anticiper et réguler et surtout anticiper avant certains problèmes qui seraient par exemple issus de la chaîne amont. Ce qu'on peut voir aussi, on a le même résultat sur les contrôles qualité, donc 24% contre 15% sans robot, et sur des activités d'entretien. Alors, contrôle qualité, ça veut dire que du coup, l'opérateur, de la même façon, l'hypothèse, c'est qu'il a récupéré du temps pour suivre de façon plus fréquente la qualité des produits, ce qui fait que ça lui permet d'anticiper aussi, de mieux réguler la production, mais quand je dis la production, c'est dans l'ensemble, c'est-à-dire ce qui va venir de la chaîne amont. Et l'entretien, ce sont toutes les activités de maintenance autour du robot qui permettent de récupérer un poste de travail propre et du coup éviter les déchets, les risques de chute, etc. etc. Donc voilà très rapidement un petit peu ce qu'on a pu observer. Juste très vite, quelques résultats sur la ligne 2. Où je rappelle, on a regardé pendant 10 heures de robots. On a les mêmes tendances, on a une réduction de certaines opérations manuelles et l'apparition des nouvelles activités de supervision. Ce qui a attiré notre attention, c'est que la surveillance du robot, ça correspondait à 21% du temps passé, alors que sur la ligne 1, on était à 11%. Donc, on a 10% de plus. Et on a très vite compris que c'était en lien avec la fiabilité de cette chaîne de production. C'est-à-dire que les machines, les automates qui étaient en amont de la chaîne, juste avant le robot, étaient, on va dire, pas fiables, étaient un peu défectueux, ce qui fait que les opérateurs passaient leur temps à surveiller le robot pour tout de suite éviter que le robot s'arrête et réguler un certain nombre d'incidents, mais qui étaient en lien avec les machines en amont. Ce qui fait que, bien évidemment, le contrôle qualité des entretiens dans cette ligne 2 était 4 fois moins fréquente que dans la ligne 1. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'avoir aussi cette vision un peu macro, pas seulement sur le poste de travail étudié, mais sur la globalité de la chaîne. Alors, les entretiens, qu'est-ce qu'ils ont donné ? Du coup, là, en bleu, on voit que globalement, sur les 8 personnes qui interagissaient avec le robot qui ont été interrogées, ils se sont tous accordés pour dire que globalement, l'appropriation avait été assez rapide de ce système, qu'ils en avaient une bonne compréhension et une bonne représentation. Alors, quand je dis représentation, c'est représentation mentale, en l'occurrence des mouvements du bras, qu'ils trouvaient que le robot était assez simple et globalement, ils avaient confiance. La majorité d'entre eux ont dit qu'effectivement, il y avait moins d'activités physiques, qu'ils avaient gagné du temps pour mieux s'organiser, mieux anticiper et mieux réguler la production, que toutes ces nouvelles tâches de supervision, ils les considéraient comme un enrichissement de leurs tâches, que globalement, ils avaient moins de tension et on notera quand même moins de fatigue et moins de douleur pour un peu la moitié d'entre eux. Ils ont donc considéré que globalement, leur poste et leurs conditions de travail avaient été améliorées, qu'ils avaient gagné en autonomie et qu'ils considéraient que c'était très valorisant de pouvoir travailler avec des nouvelles technologies. Alors, tout n'est pas rose. Nous avons aussi quelques petites choses négatives. Forcément, les robots, ça bug, ça énerve les opérateurs. On s'est aperçu aussi qu'il y en a 2 sur 8 qui ont dit que la vitesse lente du robot était très perturbante, parce qu'en fait, ils pouvaient se retrouver en attente, que c'était un petit peu contraignant de toujours devoir s'adapter au robot. L'inverse est impossible. Donc, l'opérateur s'adapte continuellement au robot. On a pu observer, donc ça c'est des observations, qu'il y avait pas mal de postures et de mouvements d'évitement du bras du robot, parce que je ne sais pas si vous voyez, enfin si vous vous souvenez de la photo, mais opérateurs et robots sont suffisamment proches. Donc effectivement, ils ont une bonne représentation mentale des mouvements du bras, mais ça veut dire aussi qu'ils, alors je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas mimer, mais ils passent leur temps à faire des mouvements d'évitement. Ils nous l'auront rapporté.
ils ont eu des chocs au niveau des membres supérieurs et de la tête, et on a pu observer des situations où la ventouse venait pratiquement écraser la main de l'opérateur qui mettait les étuis dans le carton quand il régulait. Donc, bien évidemment, par rapport à tout ce qui est choc, et Jean-Christophe en a parlé, mais là, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, les opérateurs considèrent qu'ils sont responsables de ces chocs. On a toujours la phrase classique, c'est de ma faute, je n'avais qu'à pas être là, etc. Donc ça, et bien évidemment, c'est pas entendable. Donc tout ce qu'a dit Jean-Christophe sur l'analyse de risque, sur toutes ces modes de sécurité pour éviter, ça a tout son poids. Donc, quelques points de vigilance en synthèse. En fait, je ne l'ai pas dit, mais cette entreprise avait déployé des robots collaboratifs à cette place, enfin, au niveau de la chaîne de production, à cet endroit en particulier, dans une démarche de prévention des risques TMS. Donc évidemment, on a vu que certaines opérations manuelles avaient diminué, mais on a vu aussi qu'il y en avait de nouvelles qui apparaissaient d'opérations manuelles. Donc effectivement, on peut parler de diversification peut-être de gestes, mais le gain en termes de prévention troubles musculo-squelettiques reste à confirmer. On a effectivement un enrichissement de la tâche, mais on est dans l'agroalimentaire, ce qui veut dire que c'est un secteur dont la production peut varier, notamment au moment des fêtes, ce qui veut dire que la cadence va augmenter et auquel cas on va avoir des questions liées à la charge de mental, puisqu'on a beaucoup de régulation et beaucoup de surveillance. Donc le gain en termes de TMS reste à démontrer. On a vu aussi qu'il fallait décentrer l'analyse et travailler aussi sur la chaîne en amont. On a vu qu'il y avait des chocs, des écrasements. Donc, l'analyse des risques est incontournable. Donc, voilà pour la première partie. Alors, sur le volet acceptation, je vais aller très, très vite. On a fait un travail bibliographique et donc on a utilisé le modèle de Venkatesh-Luto qu'on a associé aux travaux de Bobillier-Chaumont sur l'acceptation située. On a intégré aussi des choses des travaux d'Éric Brangier et on a modélisé à l'INRS une façon de regarder cette question-là qui tourne autour de 6 dimensions. Et on l'a transformé en questionnaire, mais un questionnaire pour les exosquelettes. Et à partir de ce questionnaire pour les exosquelettes qui a démontré sa robustesse, on l'a répliqué sur la robotique collaborative et on est en train de recueillir les données. Ce qu'on gardera juste en tête, c'est que l'acceptation, c'est pas une question, c'est une question d'équilibre. On n'est pas obligé d'être vert ou d'être positif sur tous les aspects sur tous les aspects d'acceptation. C'est une histoire d'équilibre. Ce qu'on a vu aussi dans les résultats, c'est que ces dimensions avaient des poids différents sur l'intention d'usage et que ces poids pouvaient varier selon le niveau d'expertise de l'opérateur. Et juste pour terminer, on gardera en tête que l'acceptation, c'est quelque chose de dynamique, un processus dynamique, un processus fragile, et c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a acceptation que ça va durer. Donc, j'en dirai pas plus. Sur le volet 3, sur l'étude expérimentale, on va vous mettre un petit film. Pas du tout. Alors, attendez. Tout à l'heure, ça marchait.
Donc, les résultats sont en cours. Donc, on a juste fait du teasing, mais peut-être qu'il y aura un second séminaire et on viendra vous les présenter. Mais il y a des choses intéressantes. Alors, pour revenir sur les missions INRS, santé, sécurité, en fait, on retiendra en termes de risques qu'on a des risques d'impact physique liés aux éléments mobiles du robot, son bras par exemple, choc, écrasement. On a des risques spécifiques qui peuvent être liés à ce qui est transporté par le bras du robot ou les outils qu'il peut avoir. Des risques de troubles musculo-squelettiques puisque les stratégies gestuelles sont modifiées. On a parlé aussi des stratégies d'évitement. Et des risques psychosociaux, puisque en termes de surcharge mentale ou isolement, puisque l'opérateur se retrouve à superviser, donc comprendre, s'informer, anticiper, réguler, ce qui va être dépendant aussi du contexte organisationnel. Au niveau du collectif, on a essayé aussi de travailler sur la question et on sait bien que le collectif peut être protecteur dans certaines situations de travail. En l'occurrence, là, le collectif va être remis en question, il risque d'être fragilisé, l'opérateur peut se sentir isolé. Et puis, bien évidemment, au niveau organisationnel, on a une certaine perturbation avec l'introduction de ce type de technologie, avec des questions liées à la répartition des tâches entre le robot, l'opérateur, rehiérarchiser les priorités, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Jean-Christophe, je vais te laisser le conclure. C'est pas la partie collaborative, chacun notre tour, hein, donc en indirect. Oui, en deuxième conclusion, enfin, je pense que ce qui était important, tout ce qu'on a vu, même si le film est assez rapide, c'est il y a effectivement des aspects, tu l'as dit, donc des aspects individuels, mais des aspects organisationnels, des aspects collectifs. Il y a toutes ces choses-là. On a eu la chance finalement, et on a la chance à l'INRS de pouvoir travailler quand même entre ingénieurs et ergonomes, et au sens plus large aussi sciences humaines et sociales. Il y a des choses à respecter, il y a des principes de base à respecter, qu'elles soient techniques et aussi d'un point de vue sciences humaines et sociales. Tout ça pour mettre en œuvre une démarche alors, qui a rien de nouvel, hein, mais qui, à mon sens, prend encore plus son sens justement entre l'analyse du besoin, l'analyse des risques et la mise en œuvre des solutions de prévention, parce que réaliser une application robotique collaborative qui ne produit pas, je suis désolé, mais personne ne la mettra en œuvre. Si elle ne répond pas à un besoin de production tout de même, ça ne marchera pas. Et malheureusement, on peut aboutir du fait de ces risques de choc qui sont à un moment non admissibles, un retour en arrière sur la solution technique, donc avoir une réelle analyse du besoin technique en adéquation avec ces risques et avec les solutions de prévention est très 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 importante. Ça, on l'a vu, hein, il y a des choses, voilà, on achète la technique et puis on regarde si on peut la mettre en œuvre. Non, c'est pas, enfin, malheureusement, il y en a qui font un petit peu comme ça, les promesses, les espoirs, on achète la technique, c'est formidable, c'est magnifique, ça va tout faire. Mais non, enfin, je connais aucune technique qui fait tout, mais bien, peut-être quand elle aura toute l'intelligence artificielle qu'on peut avoir, mais je crois que ça marchera toujours pas non plus. Voilà, il y a toujours de l'analyse du besoin, à faire et une adéquation ensemble. Alors, un petit constat terrain au sens large, Liane l'a dit, on a eu un peu de mal quand même à trouver de réelles applications collaboratives où on est plutôt sur du partage d'espace, donc on est dans l'automatisation des années 90, 1900 certes, mais tout de même. Alors ces petits robots, ça facilite l'intégration de composants robotiques, effectivement, faible taille, mais à contrario, faible puissance hein, quand même. Leur prix bas, alors je mets des guillemets parce qu'on pourrait largement en rediscuter. Cette absence de cage, alors j'ai mis des guillemets, j'aurais dû mettre sur absence de cage aussi, parce que vous avez vu à l'INRS, si on peut mettre des barrières physiques, on met des barrières physiques, et effectivement leur facilité de programmation. Je rajouterais peut-être un petit chose, les gens qui ont introduit les robots collaboratifs, alors Universal Robot pour pas les citer, on n'est pas obligé de citer plusieurs marques du coup ici, non c'est bon, ce ne sont pas des roboticiens, c'est pas des gens qui venaient de la robotique. Alors c'est pas les Elon Musk de la robotique, mais pas loin, c'était pas des roboticiens. Ils sont arrivés avec un nouveau produit. Et du coup, tous les roboticiens classiques, alors du coup, je vais en citer plein, des KUKA, etc. Eux, ils s'y sont mis, ils ont été forcés. Ils ont été forcés de se mettre et de faire les petits robots collaboratifs aussi. Donc, il y a un potentiel. Pour moi, c'est clair, les robots collaboratifs ne sont pas là pour remplacer des robots traditionnels. Je crois que chacun a trouvé sa place, mais je pense que la robotique collaborative, et je parle bien de robotique collaborative, doit encore trouver quand même ses applications.
pour être de la vraie robotique collaborative et efficace, quoi. Parce que voilà, on fait quasiment que du partage d'espace, alors plus ou moins en sécurité. D'ailleurs, c'est un autre problème. Voilà, puis je vous renvoie au site INRS pour plus d'informations. Merci beaucoup pour l'écoute. Vous avez des petites questions? Bien sûr. Vous allez avoir des questions. Avec mon vieillard, je reste assis, mais ouais, je peux me je vais lever. me mettre là parce qu'on a 2 questions à distance et puis après on prendra 1 ou 2 questions de la salle. Je vais donner la primeur à la distance comme tout à l'heure, ils n'ont pas. Et puis après on aura une question de Gérard. Alors, il y a une question, je pense, plutôt pour toi, Jean-Christophe. Alors, je vais essayer de te la lire parce que c'est sur le risque de choc à la tête. Oui. Alors, c'est une question de Philippe Poty. Cohabitation homme-robot. Lorsque l'on conçoit une machine, on doit donc réaliser une analyse de risque, donc identifier les dangers, évaluer les risques. Pour un cobot, utilisé en coexistence, donc 100% collaboratif, travaille dans une même zone en même temps. La ISO TS 15066, qui cherche à synthétiser les règles de sécurité, a appliqué introduit l'évaluation d'un niveau de risque en fonction des points de contact possibles avec un humain. Quid du contact avec la tête? Comment gérer ce risque dans son utilisation? Alors, je pense que tu l'as évoqué. Oui, je l'ai évoqué très rapidement et pas dans tout ce détail. Effectivement, 15066 qui risque d'être intégré à la 10218, donc la norme sur la robotique collaborative. Pour l'instant, alors, l'avantage des normes, c'est écrit par des humains, donc comme ça, c'est interprétable, tout va bien. On s'arrange toujours pour mettre le texte qui va bien, qui dit que nous, notre interprétation, c'est choc à la tête interdit. La vraie façon d'écrire, c'est raisonnablement prévisible, etc., etc. Bon, se faire choquer à la tête, pour nous, d'un point de vue INRS, ça nous paraît interdit. La preuve, il y en a qui ont été. Alors, ils sont pas morts, hein, effectivement, mais oui. Voilà. Donc, pour nous, c'est interdit, tout simplement. Alors, malheureusement, quand on fait de l'analyse de situation, comment dire qu'il n'y a jamais de choc à la tête possible? Bah, c'est impossible. Parce qu'on peut toujours imaginer une situation, alors qui est certes pas dans le prescrit, quoi, hein, qui est pas dans la production, où je perds mon stylo et je vais me baisser et je vais me choquer avec le robot. Bah oui, mais l'analyse de risque, même là, c'est pas une science exacte, hein, on est bien d'accord. Chacun fait son analyse et à un moment donné prend en compte des choses ou ne les prend pas en compte, mais il doit dire pourquoi il ne les prend pas en compte et pourquoi il passe potentiellement outre. Sinon, on fait zéro application collaborative. Parce que le risque de choc à la tête est potentiellement toujours possible. Alors, merci. On a une deuxième question à distance et puis après, on prend ta question. Avez-vous pu mesurer la confiance perçue des opérateurs envers le système? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le terme mesure, je vais dire, et le terme confiance. Donc, non, on n'a pas mesuré. On a demandé aux opérateurs s'ils avaient ou non confiance sur une échelle allant de 0 à 5. Et on a posé cette question à la fois sur le volet 1, sur la partie terrain, et à la fois sur la partie expérimentale. Je vais répondre pour la partie terrain. Sur la partie terrain, ils avaient confiance. En fait, je pense qu'ils étaient tellement contents que, en fait, ils avaient quand même confiance. Et malgré les chocs, ils avaient confiance effectivement dans le système, avec la problématique de surconfiance, c'est-à-dire que si j'ai trop confiance, je ne vais pas surveiller le robot, je ne vais pas y faire attention. Et la question de la sous-confiance, et si je n'ai pas assez confiance, je vais passer mon temps à surveiller le robot au détriment d'autres activités. Donc, les résultats qu'on a concernent les 8 opérateurs et pour eux, la confiance était correcte. Merci. Gérard? Oui, ça va être une remarque un peu plus générale. Gérard Dupé, sociologue, je participais au projet Hector. Non, c'est sur la fragilité. J'aurais voulu en savoir plus. C'est une déformation professionnelle sur cette histoire de fragilisation du collectif, c'est-à-dire les effets de cette collaboration, du passage de la collaboration homme-machine à homme-robot. Voilà, en quoi ça fragilise le collectif et quels sont les risques psychosociaux induits et surtout comment on peut les évaluer sur le moyen et le long terme parce que c'est des effets qu'on va pouvoir mesurer que dans la très longue voire très longue durée. Et moi, de façon très triviale, je me dis, la personne quand elle arrive à son poste de travail le matin et qu'elle collabore
avec un robot, comme ce que vous avez montré dans le petit film, bah, ils ne doivent pas avoir grand-chose à se dire, quoi. Parce que quand on arrive sur son poste, par exemple, c'est une remarque triviale du type bon, comment ça va, le petit, il avait de la fièvre hier, ça va mieux là. Bon, voilà, c'est de la communication fatigue, hein, qui est très importante pour maintenir le lien et les relations sociales, et ça structure complètement le collectif. C'est pas du tout périphérique et anecdotique. Donc le fait que ce soit très centré quand même opération et puis risque physiologique, voilà, ça m'embarrasse toujours moi en tant que sociologue, mais on va redire ça tout à l'heure de toute façon. Alors c'est pareil, hein, je vais utiliser les deux exemples parce qu'on peut pas parce que on n'a pas les mêmes résultats. Donc sur la partie terrain, sur le collectif, donc le collectif comprenait les opérateurs qui étaient tout autour de la chaîne de production. Donc ils étaient 3-4 à chaque fois. Ce qu'on a pu voir notamment, alors je suis passée très vite, mais il y avait, on codait aussi les actions, les opérations d'entraide. Donc je parlais essentiellement d'entraide. Parce que tout ce qui est communication, on va dire, sur les communications informelles sur comment va le petit, etc., elles avaient toujours lieu dans cet espace de travail. Après, si on regarde bien précisément l'entraide, on s'est aperçu qu'elle était surtout aussi fonction de la cadence et de l'état de la chaîne de production. Si tout va bien, les opérateurs, comme les robots prennent en charge certaines parties, ils pouvaient aller aider, notamment par exemple pour aller évacuer les cartons, ils pouvaient aller aider les collègues. Donc sur la partie entraide, c'était plutôt déterminé par les conditions globales de production, mais on les a vus. Et ils nous ont dit dans les entretiens qu'effectivement, quand tout allait bien, ils pouvaient aller aider la ligne d'à côté. Et on a pu voir aussi des coups d'œil, on a codé les coups d'œil des opérateurs de la ligne 1 sur le robot de la ligne 2, par exemple, quand il y avait des choses qui n'avaient pas. En revanche, là, tout se passait bien. Mais si on extrapole à une situation où les opérateurs vont être concentrés sur la régulation, par exemple, ils vont plus avoir le temps de discuter, on est d'accord, ils vont plus avoir le temps de faire l'entraide. Donc, c'est un point de vigilance. On ne l'a pas vu, nous, sur le terrain, mais on n'a fait qu'une entreprise, mais c'est un point de vigilance important. Et notamment, je dirais aussi sur la répartition des activités entre collègues, et quelle est la tâche ou l'opération prioritaire. Parce qu'on est quand même dans une situation réelle avec des objectifs de production, etc., qu'on ne peut pas arrêter. Maintenant, si je vais vers la situation expérimentale, où là, on était, alors on ne l'a pas dit dans le film, mais les opérateurs, enfin, on va parler de sujets du coup, les sujets commençaient toujours à travailler en situation homme-homme, et ensuite, ils refaisaient le même scénario avec le robot. Ce qu'on a demandé aussi, c'est aux opérateurs de hiérarchiser la préférence, par ordre de préférence, les scénarios qu'ils préféraient. Et alors, globalement, ils préfèrent travailler avec un humain, on est d'accord, pour les raisons que vous avez citées. En même temps, on a quand même une petite partie des sujets qui aiment beaucoup travailler avec le robot, parce que le robot, il va toujours à la même vitesse, il fait toujours la même chose, et on peut anticiper parce qu'on sait très bien quelle opération il va faire ensuite, quand il ne bug pas. Donc, on a un petit peu ces deux visions, et puis on a aussi fait un peu des profils d'utilisateurs, et on a des sujets qui étaient très dépendants du contexte, et auquel cas ils étaient très dépendants du rythme du robot, et donc de temps en temps c'était un petit peu compliqué pour eux. Et on a des opérateurs qui sont plutôt indépendants du contexte et qui vont travailler selon leur propre rythme. Auquel cas on a vraiment des avis différents. Et je rajouterai juste une chose, c'est que le collectif, ça se construit, on fait des représentations communes, etc. Dans le volet 3, ils n'ont pas tellement eu le temps, parce qu'ils ne connaissaient pas le binôme humain. Donc, ils n'ont pas tellement eu le temps, et du coup, on s'est aperçu, c'est comme si on arrivait à un début, enfin même pas un début, avant le collectif. Et dans ces situations-là, en fait, on s'est aperçu que toutes les conditions expérimentales en homme-homme, il y avait des choses en termes de stratégie, etc., qui étaient beaucoup plus compliquées et qui demandaient beaucoup plus de ressources qu'avec le robot. Donc, tant que le collectif n'est pas formé avec, je ne vais pas rentrer dans la littérature, mais avec tout ce qu'on partage, je pense, voilà, c'est pas pareil. Si on est au début, le robot a certaines facilités. Une fois que le collectif est construit, ça devient déjà plus compliqué. Voilà.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Merci. Vous gardez votre question pour la discussion finale. Du coup, on est un petit peu en retard, mais ça reste raisonnable. Donc maintenant, il y a une pause pléthorique dans le couloir, je pense. Anne-Cécile va vous guider, donc allez-y. Et donc, à distance, on reprend à 11h.